Bonjour, bienvenue dans ce tuto dont l'objectif est de vous donner des pistes pour bien faire avancer votre bateau, que ce soit en croisière ou bien en régate. Je voudrais vous montrer comment se faire plaisir en naviguant bien, exactement comme le musicien se fait plaisir en sortant de jolies notes par la maîtrise de son instrument, que ce soit dans un bar avec des copains ou dans une grande salle de concert. Nous, ça sera en croisière tranquille avec des amis ou bien en régate acharnée avec 100 bateaux sur la ligne de départ. Et quel plaisir d'utiliser au mieux le vent, les courants et son bateau plutôt que de tirer bêtement sur des bouts de ficelle, de faire des réglages approximatifs et de se laisser brinque-baller d'un port à un autre sans trop comprendre ce qui se passe. Bien, alors, tout d'abord nous allons commencer par les bases pour développer votre sens marin, par l'observation, très important, et le ressenti de son environnement. Et puis nous mettrons la tête sous l'eau pour voir la carène et les écoulements hydrodynamiques autour de cette carène et des appendices du bateau. Nous referons en surface pour parler voiles et écoulements aérodynamiques autour de ces voiles. Et enfin, nous aborderons la notion très importante de trajectoire et également celle, bien connue des régatiers mais qui est très utile aussi en croisière, de vitesse cible. L'objectif de tout ça, c'est de sortir de jolies notes de votre bateau pour vous faire plaisir. Bien, c'est parti pour l'aventure. L'embarquement d'abord. Alors, il faut bien comprendre que lorsque on embarque sur un bateau, on va passer d'un monde terrestre où nous avons notre environnement, nous avons nos habitudes, nous avons nos réflexes, nous avons nos repères, à un monde totalement différent, évidemment environnement différent, mais où les repères également sont différents et les réflexes surtout doivent être adaptés à cette différence. Un exemple très simple, quand vous embarquez la première fois, vous sortez de votre bureau, etc., vous partez en mer et ne simplement passer du cockpit à l'arrière du bateau à l'avant, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour vous tenir, parce que le bateau va bouger, et progresser sur le pont du bateau. Après quelques heures, voire quelques jours, vous n'aurez aucun problème pour passer de l'arrière à l'avant ou de l'avant à l'arrière sans vous tenir et en toute sécurité. Donc le sens marin, ça va être l'acquisition de tout un tas de ressentis, de réflexes par rapport à ce nouvel environnement et l'acquisition aussi de nouveaux repères. Bien, alors la première chose, c'est l'observation et le ressenti. C'est ça qui est fondamental. Et on va commencer d'abord par la direction du vent. La direction du vent, c'est l'équivalent à terre de la direction de la route ou du chemin. Quand vous êtes sur la route, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour prendre le virage, vous voyez le virage et vous tournez instinctivement le volant ou le guidon. Bien. En mer, ça doit être exactement la même chose avec la direction du vent. C'est la direction du vent qui va tout piloter, que ça soit le choix des voiles, le réglage des voiles, le périmètre de navigation et même les règles de barre et de route qui définissent comment deux bateaux, en risque de collision l'un par rapport à l'autre, doivent manœuvrer. Donc tout est basé sur la direction du vent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument acquérir. Alors, la force du vent aussi, bien entendu, mais ça, on l'a déjà à terre, puisque on fait attention à la force du vent qui retourne votre parapluie, etc., etc. Bien. Alors, la direction du vent, on l'a avec, par exemple, des girouettes, ou avec des beaux instruments électroniques comme celui qu'on voit sur la figure, qui donne des choses très précises. Mais si vous êtes sur votre planche à voile, que vous n'avez pas tout ça, eh bien, comment vous faites? Eh bien, vous écoutez. On a un instrument qui n'a pas besoin de batterie, qui s'appelle les oreilles. Et quand vous entendez le même bruit des deux oreilles, c'est que vous êtes exactement face au vent et c'est extrêmement précis. Même si vous avez une oreille plus sensible que l'autre, je ne parle pas du niveau sonore, mais du bruit. Donc vous entendez la même chose des deux oreilles, c'est que vous êtes face au vent. Ça, c'est important. Alors, il y a plein d'autres choses à observer. Comment sont réglées les voiles, pourquoi le vent vient de tourner de 30 degrés, comment la coque se passe dans l'eau, est-ce que c'est confortable, pas confortable, pourquoi on a pris de l'écoute de grand voile ou choqué de l'écoute de grand voile, pourquoi on a réduit la voilure,
pourquoi on fait ceci ou cela, pourquoi on a changé de cap, pourquoi on ne prend pas ce cap-là. Tout ça, il faut absolument l'observer. Ça ne va pas venir naturellement. Et maintenant, pour avoir une mesure finalement de l'observation, alors on a par exemple pris un riz, ou bien on a changé le réglage de la voile, quelle va être l'influence sur la vitesse? Si un appareil vraiment qui est quasiment le plus important et même le plus indispensable sur un bateau, c'est bien le speedomètre. Parce qu'il va nous donner une mesure de tout ce qu'on a observé dans les réglages, dans le choix de la navigation, etc. C'est le speedomètre qui va nous dire bah, si on a accéléré ou ralenti, ça veut dire qu'on a pris une bonne ou une mauvaise décision ou que on a fait ceci ou cela. Bien. Alors, vous allez me dire, pareil, sur ma planche à voile, j'ai pas forcément un speedomètre. Quand j'ai commencé la voile, on n'avait pas tous ces appareils et on m'a dit, un piéton, en gros, ça va à 2 nœuds. Alors, bon, évidemment, c'est très variable, hein, en fonction des gens qui marchent vite ou pas, et on n'a pas la précision au dixième de nœud. N'empêche que ça vous donne une idée en regardant autour, en regardant les vagues autour de l'écoulement autour de votre bateau, vous imaginez un piéton et vous regardez si vous allez à 2 fois sa vitesse, ou une demi-fois sa vitesse, ou 3 fois sa vitesse, et comme ça, vous vous étalonnez votre propre ressenti. Et moi, je vous conseille, quand vous avez un speedo qui marche, bah, d'abord, vous regardez par vous-même, vous dites, tiens, on doit aller à 3 nœuds, et hop, vous regardez le speedo, et vous voyez si vous êtes bien étalonné ou pas. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on ressent les choses. La vitesse, ça doit se ressentir. Est-ce que le bateau s'est planté, s'est arrêté? Est-ce qu'il a accéléré? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce que c'est fluide? C'est ça le sens marin, c'est vraiment important. Donc le speedo, c'est un peu comme le diapason quand on fait de la musique. C'est notre instrument qui va nous permettre de voir si les notes sont justes ou pas. Puis un dernier point, c'est que vous êtes sur l'eau et donc il y a du courant, notamment par exemple en Bretagne Nord où vous pouvez avoir un courant supérieur, voire bien supérieur à la vitesse du bateau. Alors évidemment, ça va nous entraîner. On est sur un gigantesque tapis roulant et ça va influencer notre route. Ça va influencer le périmètre de navigation, les dangers et autres, et ça va même créer du vent courant, puisque ça fait une vitesse sur l'eau et qui va créer son propre vent vitesse. Voilà. Donc il faut absolument observer tout ça. Ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on a accéléré en bordant la voile ou en choquant la voile, pourquoi avec ce cap-là on va plus vite ou moins vite, etc. Alors, au début, si vous êtes débutant, vous découvrez tout, mais vous avez à bord d'autres gens qui sont là, des amis, un chef de bord, peut-être même un moniteur de voile, et il ne faut pas demander une leçon, il faut demander des explications. Et c'est à vous de comprendre entre la relation entre ce que vous avez observé et comment ça se passe. Voilà, ça c'est très important pour progresser. Essayez de comprendre et ne pas retenir des leçons toutes faites. Et donc moi je donne jamais de recettes toutes faites parce que d'abord on les oublie très rapidement et que ce n'est pas une série de leçons la voile, il faut la pratiquer, il faut la comprendre et il faut la ressentir surtout. Donc c'est en ayant compris ce qui se passe que vous allez déduire vos propres recettes à vous, vos propres règles, vos propres protocoles, même si c'est pas les bonnes recettes, eh bien par l'expérience, vous allez les corriger au fur et à mesure de vos navigations et de façon à devenir de plus en plus fin dans votre sens marin déjà et dans vos manœuvres et réglages. Alors, il y a des endroits privilégiés pour observer ce qui se passe sur le bateau. Tout d'abord, tout à l'avant. On se tient à l'étai, par exemple, et on regarde vers l'arrière l'écoulement entre les voiles, des deux voiles, et ça nous donne, on regarde le profil des deux voiles l'une avec l'autre, et comment ça se passe sur ces voiles. Autre position, exactement à l'inverse, on regarde vers l'avant, et les deux sont complémentaires. On va avoir des informations différentes d'un poste et de l'autre. Donc il faut évidemment faire les deux. On va bien voir les profils, bien voir ces ailes que sont les voiles.
Alors, ici, vue de l'arrière, donc à gauche, la grand voile. Ce qui est remarquable, ce sont les creux, la position des creux à différentes hauteurs de cette grand voile. On voit qu'ici, par exemple, il est au tiers avant. Les valeurs des creux sont différentes selon, aux différentes hauteurs de la grand voile. Et puis, on voit aussi, on en parlera tout à l'heure, les penons en chute de grand voile. Donc, la grand voile, c'est comme une aile d'avion, mais absolument configurable en 3 dimensions. On définit sa forme par les différents réglages, on notera aussi quelques points de repère. À droite, même chose. Là, on est sur la voile d'avant. Le phoque, la petite bande bleue permet de situer exactement où est le creux. On voit aussi que en haut ou à mi-hauteur, on n'a pas du tout la même valeur de creux. Donc on observe la position du creux et la valeur du creux. On verra aussi la notion de tolérance, c'est-à-dire suivant la valeur du creux, on va avoir un profil plus ou moins tolérant et plus ou moins performant. Et puis, on voit les penons de phoque très importants dans les réglages. Alors, ici à gauche, on est sous SPI. Il y a beaucoup de vent, on va vite. Et vous voyez que la bareuse est concentrée sur la position de la bulle, hein, du SPI, par rapport au bateau. Et en fonction de ça, évidemment, fait les mouvements de barre qui vont bien. Évidemment, elle ne regarde pas ses mains, elle regarde sa bulle. Et ça, c'est important. Sous SPI, hein, la limite de la tenue du SPI en force de vent, c'est la qualité du barreur pour justement précisément barrer en fonction de l'observation du SPI. À droite, par contre là, on est au près. Le régleur de Fock, il va évidemment régler sa voile en fonction de la forme du profil, et évidemment, il ne va pas regarder ni ses mains, ni son winch, il le règle sur l'observation du Fock. Alors, nous avons vu donc quelques pistes pour développer notre sens marin, et maintenant, regardons notre instrument. Alors, commençons par mettre la tête sous l'eau et parlons de la carène. La carène, c'est quelque chose de complexe. L'architecte naval s'est donné beaucoup de mal pour dessiner cette carène, pareil en 3 dimensions, en fonction d'un cahier des charges bien précis. Est-ce que c'est pour faire de la croisière en famille? Est-ce que c'est pour faire de la régate autour du monde? Etc., etc. Donc chaque carène est évidemment spécifique par rapport à une utilisation. On ne fait pas la même chose avec un violon ou avec une guitare, ça va de soi. Et donc, il va falloir tenir compte de cette forme de carène, de ce type de carène, dans la façon dont on va naviguer, tout simplement, dans son programme de navigation, dans ses réglages. Un point commun à quasiment toutes les carènes, c'est qu'elles sont dessinées pour que le bateau navigue à l'horizontale. Et donc, il va falloir faire très attention à l'avant du bateau par rapport à l'eau, et ainsi qu'au tableau arrière. Alors, c'est pas évident parce que quand on est sur le bateau, nous n'avons pas une vue générale de cette horizontalité. Et c'est là où on va utiliser le speedomètre qui va nous permettre de mesurer l'effet du placement de l'équipage à l'avant ou à l'arrière par rapport à la vitesse. Et évidemment, plus la vitesse est grande, mieux le bateau est placé dans l'eau. On va être amené en positionnant l'équipage, en déplaçant l'équipage, donc les poids, vers l'avant, par exemple, par petit temps, pour sortir un petit peu le tableau arrière, ou à l'inverse, sous SPI avec beaucoup de vent, on va mettre plutôt l'équipage à l'arrière pour éviter d'enfourner. Là, par exemple, le bateau, visiblement, comme on dit, traîne de l'eau, donc ça crée des tourbillons sur l'arrière qui vont évidemment freiner le bateau. C'est très mauvais. On le voit bien ici sur cette photo, sur cet optimiste. Évidemment, il est très à l'arrière et donc il ne va pas avancer et en plus, c'est vraiment pas beau. Donc là, c'est l'inverse. On est beaucoup trop sur l'avant et donc on va pousser de l'eau, comme on dit. Et évidemment, la vitesse va en pâtir et on verra facilement ça sur le speedomètre.
Alors, il faut ensuite s'occuper de l'équilibre latéral. Évidemment, pour un bateau à voile, l'architecte a dessiné sa carène pour supporter un certain angle de gîte, modéré ou même assez fort. Et on va même, par petits temps, faire de la gîte artificielle pour, comme on dit, que le bateau diminue la surface mouillée et que le bateau soit mieux dans ses lignes. On le voit par exemple ici, le bateau est calé sur le bouchin, là, l'Optimiste c'est une coque à bouchin. Il a un très beau sillage, une très belle position dans l'eau et il va forcément aller vite puisque, comme avant, c'est le speedomètre qui va nous donner la mesure de l'efficacité du placement de l'équipage par rapport à cet équilibre. Et puis il ne faut pas exagérer, si on a le liston dans l'eau, le bateau passera mal, là, il n'est pas dans ses lignes et bon, la vitesse va s'en ressentir, ça va cogner, ça va être très désagréable. Donc il y a toute une plage d'angles de gîte optimum pour bien avancer. Bien, maintenant, toujours concernant l'équilibre latéral, nous allons voir quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Regardons le bateau vu du dessus. Nous avons une poussée vélique, hein, la force du vent sur le profil. Poussée vélique qu'on peut représenter par un vecteur. Un vecteur, c'est ni plus ni moins qu'une flèche orientée dans le sens de la poussée et dont la taille est proportionnelle à la valeur de cette poussée. Un vecteur, ça peut se décomposer en plusieurs composantes. Ici, dans notre cas, nous allons avoir une composante vers l'avant qui va faire avancer le bateau, la propulsion, et une composante sur le travers qui va le faire dériver, force de dérive qu'il faudra contrecarrer par le plan anti-dérive. Alors maintenant, regardons tout ça vu de l'arrière. Nous avons notre poussée vélique dont on vient de parler, qu'on va décomposer cette fois en une composante horizontale, donc qui est la propulsion et la dérive, ce qu'on vient de vu juste avant, et une composante d'enfoncement, qui va nous enfoncer le bateau dans l'eau. Cette force d'enfoncement va s'exercer au centre de carène, et heureusement, Monsieur Archimède va la compenser par sa fameuse poussée, qui, comme chacun sait, est égale au poids du volume d'eau déplacé. Donc plus vous enfoncez le bateau dans l'eau, plus vous allez déplacer de l'eau, et il va falloir pousser évidemment par notre propulsion. Donc il y a un compromis à trouver entre une gîte, une force des voiles qui vont faire de la gîte, et trop de gîte qui va nous faire de l'enfoncement. Parce que si par contre vous réduisez toutes les voiles, vous n'allez pas avoir de gîte, pas d'enfoncement, mais vous n'avancerez pas non plus. Donc là, il y a un compromis un peu subtil à trouver, qu'on va trouver simplement grâce au speedomètre. Et c'est comme ça qu'on voit que parfois, quand il y a du vent, on prend un riz et on va plus vite qu'avant la prise de riz, alors qu'on aurait pu croire qu'en diminuant la surface de voile, on allait aller moins vite. Voilà, ça c'est très important. Allez, maintenant équipons-nous palme, masque, tuba et allons voir ce qui se passe sous l'eau. Alors, regardons maintenant la quille ou la dérive selon le cas. La quille, c'est un profil symétrique. Si le bateau avance comme c'est représenté sur la figure et que les écoulements des filets d'eau sur la quille sont comme ceci, nous n'avons aucun ou quasiment aucun effet anti-dérive. Les gens croient souvent que la quille, c'est juste un grand plan qu'on vient mettre dans l'eau et qui va empêcher de dériver. Mais c'est absolument faux. Si un avion, par exemple, avait des ailes orientées de cette façon, c'est-à-dire un profil symétrique par rapport à l'écoulement de l'air, eh bien il tomberait, parce qu'il y a zéro portance. On a besoin d'une dissymétrie intrados-extrados autour du profil pour générer de la portance, c'est-à-dire générer un effet anti-dérive. Alors comment ça marche? Regardons de nouveau le bateau vu de dessus avec un certain vent. Le barreur suit donc un certain cap, mais en fait, le bateau, lui, il a une autre route sur l'eau à cause justement d'un angle de dérive. Alors là, j'ai accentué la valeur de l'angle de dérive. Là, ça représente plus un vieux gréement d'il y a un siècle ou deux, plutôt que un dériveur moderne. Néanmoins, la route sur l'eau fait que, et cette dérive fait que l'écoulement des filets d'eau sur la quille
n'est plus symétrique et donc on va créer une portance qui est bien la force antidérive, c'était le but. Alors, je ne vais pas vous assommer avec un topo sur la mécanique des fluides, mais j'aimerais vous donner quelques points de repère sur la notion d'écoulement et de portance, et qui seront également valables pour la partie aérodynamique, donc sur les voiles. Alors, ici, donc j'ai représenté la quille avec les écoulements le long de cette quille, intrados, extrados, comme on vient de voir tout à l'heure. Imaginons maintenant deux molécules d'eau, une qu'on va appeler Antoine, qui va partir, qui arrive sur le profil et qui va, elle, passer à l'extérieur, et une autre molécule qu'on va appeler Bénédicte, qui, elle, va passer à l'intérieur. Ces deux molécules vont avoir des chemins différents à parcourir le long de ce profil, suivant qu'elles sont à l'extrados ou à l'intrados. Antoine va avoir un peu plus de chemin à parcourir à l'extrados, alors que Bénédicte un peu moins. Et si on veut qu'ils se retrouvent au même moment à la fin, ensemble, il va forcément falloir que Antoine aille plus vite que Bénédicte. Alors les puristes diront, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais peu importe, retenez cet exemple-là. Il y a une équation, celle de Bernoulli, qui est intéressante, il y en a bien d'autres. C'est un phénomène assez complexe, mais prenons celle-là, et vous voyez que dans cette équation, il y a la notion de vitesse au carré qui intervient, et en fonction de la pression. Plus il y a de vitesse, moins il y a de pression, et vice-versa. Et c'est la vitesse au carré, c'est-à-dire que si on a la vitesse multipliée par 2, l'effet est multiplié par 4. C'est pareil pour les voiles. Donc, si la vitesse augmente, la pression forcément diminue. Et c'est pour ça qu'autour du profil, nous allons avoir une dépression à l'extrados et une surpression à l'intrados, le tout fabriquant la portance. Donc là, c'est la portance de la quille, on aura la même chose sur les voiles. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ce qui intervient, c'est bien la vitesse au carré, 2 fois plus de vitesse, 4 fois plus d'effet, qu'il faut un écoulement, on va y venir après, sans écoulement, il ne se passe rien, et que l'ensemble vitesse et écoulement va nous créer de la portance, ce que l'on voulait obtenir autour du profil. Bien, voyons maintenant l'application concrète de ce qu'on vient de dire sur les écoulements. Ceux qui font du kitesurf savent que pour s'extraire de l'eau au départ, il va falloir faire travailler l'aile parce qu'on va avoir besoin d'une énorme portance pour nous extraire, surtout si on a quelques kilos en plus, et pour ensuite naviguer confortablement une fois sur l'eau. Bien. Donc, on va devoir amorcer cet écoulement, exactement comme quand on démarre un cerf-volant. Il faut amorcer l'écoulement, il ne part pas immédiatement. Donc, ce qui est très différent par rapport à, là j'ai pris un exemple d'une simple perceuse, on appuie sur le bouton marche-arrêt et immédiatement ça perce. En bateau, enfin sur un écoulement, ça n'a rien à voir. Il va falloir amorcer, là j'ai représenté une pompe, amorcer l'écoulement pour qu'on puisse, après, on puisse obtenir de la portance. Notion d'écoulement, amorçage, et on verra plus tard que, par exemple, sur la quille, on a besoin de faire cet amorçage, on ne va pas démarrer immédiatement avec une portance optimum, c'est après l'amorçage de la portance, on verra comment, qu'on va avoir l'effet antidérive maximum. Et à l'inverse, comme n'importe quelle portance, n'importe quel écoulement, il peut se perturber, comme quand un avion décroche, son aile décroche, et là ça tombe. Donc un écoulement, c'est quelque chose de fragile. Il faut l'entretenir et veiller à ce qu'il ne s'arrête pas. Alors restons encore un petit peu sous l'eau et parlons maintenant du safran, du ou des safrans. Si vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas d'écoulement. Le safran, c'est un profil symétrique, hein, comme la quille. Donc pas d'écoulement, pas de vitesse, donc aucun effet. C'est exactement là comme sur une voiture, hein. Si vous êtes à l'arrêt, vous tournez le volant, et il ne se passe rien. Alors on voit des gens sur l'eau, dans les manœuvres de port, s'énerver. Ils bougent la barre dans tous les sens, ils s'étonnent qu'il ne se passe rien, évidemment. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut forcément en manœuvre de port avoir une vitesse minimale, bon, de l'ordre de 2 nœuds, de façon à avoir un écoulement sur le safran et un effet de portance sur le safran pour faire tourner le bateau. À l'inverse,
Si vous avancez bien, mais vous donnez un grand coup de barre, donc un grand angle d'incidence sur le safran, vous allez décrocher l'écoulement sur le safran, donc vous allez faire des tourbillons, et on l'a vu, hein, quand on décroche un profil, bah, il est plus du tout efficace, vous n'allez plus avoir de portance sur le safran, et donc la coque, vous allez faire un tout droit parce que la coque ne va pas tourner. C'est exactement comme sur une voiture, sur une piste verglacée. Si vous donnez un grand coup de volant, vous faites un tout droit, il ne se passe rien, les pneus n'accrochent pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est soigner sa trajectoire en étant toujours très attentif à l'angle d'incidence, de façon à avoir un écoulement non décroché, de façon à avoir la portance sur le safran, et c'est cette portance sur le safran qui va permettre la rotation de la coque. On va voir justement un exemple concret juste après. Exemple, le virement de bord. Le virement de bord consiste à tourner en gros de 90 degrés d'un bord à l'autre quand on est au louvoyage. Donc ça, c'est faisable en ski. On peut sauter d'une bosse à l'autre avec un virement brutal de 90 degrés. En bateau, ça ne marche pas. Il va falloir au contraire faire une belle trajectoire pour assurer cette rotation de 90 degrés. Comment on va faire? On va essayer de garder en permanence un écoulement. Alors au départ, l'incidence est nulle, et puis on va créer une faible incidence pour avoir cet écoulement optimal et donc la portance. À partir du moment où on a commencé à tourner, pousser de la barre, si on est sur une barre franche, la coque elle-même évidemment va tourner et on va pouvoir accentuer ce mouvement, donc augmenter l'angle de safran par rapport à la coque tout en gardant la même incidence. Ça c'est important. On augmente l'angle de safran mais on garde l'incidence, donc on garde la portance optimale pour faire tourner le bateau. Et ça c'est grâce à la rotation elle-même de la coque. Donc concrètement, on va commencer, si c'est une barre franche, à pousser la barre doucement, et après de plus en plus, une fois qu'on a passé le lit du vent, on va redresser la barre à l'inverse, d'abord rapidement et de moins en moins, pour sortir du virement. Donc ça c'est important pour garder la portance optimale, ne pas décrocher le safran, ça s'appelle ne pas passer sur la barre, et faire une belle trajectoire, un beau virement de bord sans freiner le bateau et avec l'efficacité maximale. Alors, maintenant on refait surface et on va parler des voiles. Vu de dessus, vous avez ces deux voiles. Contrairement à ce qu'on disait avant, il n'y a pas d'effet venturi entre le foc et la grand voile. Par contre, si on prolonge par les petits pointillés ici les deux voiles qui sont réelles, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un profil d'aile d'avion. Ça, c'est remarquable. Il faut vous l'imaginer ici. Et donc, qu'est-ce qui est important sur une aile d'avion, sur l'écoulement autour d'une aile d'avion? C'est le bord d'attaque et le bord de fuite. Sur un avion, vous avez dû voir, il y a des sondes pitot à l'avant, des sondes pitot à l'arrière, qui permettent de vérifier qu'on a un bon écoulement le long du profil. Sur un bateau, nous allons avoir des penons, les penons de foc à l'avant, donc ils vont vérifier que le bord d'attaque de l'ensemble du profil est bon, c'est ce qu'on voit ici. Et puis à l'arrière, sur la chute de la voile, chute de la grand voile, les penons de chute de grand voile, où on va vérifier que également ils sont bien à l'horizontale. Le principe autour du profil, c'est exactement la même chose que autour de la quille. Il y a bien Antoine et Bénédicte qui vont passer d'un côté et de l'autre, sauf que là, au lieu de ce soit des molécules d'eau, ce seront des molécules d'air. Et la différence de parcours entre l'intrados et l'extrados va créer une grosse dépression à l'extrados, une surpression à l'intrados, et c'est ce qui va faire la portance et donc la poussée vélique in fine. Alors, on a dit il faut soigner l'écoulement sur le bord d'attaque avec les penons de foc. Là, vous voyez un cas de figure où on voit que par transparence, à l'extrados, c'est bon, mais les penons à l'intrados sont pas bons du tout, ils sont pas à l'horizontale. Pourquoi? Parce que le vent, il vient de par là, et donc il a du mal à passer derrière le foc. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est trop près du vent,
et il faut abattre, c'est-à-dire s'éloigner du vent. À l'inverse, dans ce cas de figure, on voit que par transparence, à l'extrados, le penon n'est pas bon, alors qu'à l'intrados, il est bon. Même chose, le vent n'arrive pas à passer de ce côté-là de la voile, donc on est trop loin du vent, et donc il faut lever, se rapprocher du vent. C'est extrêmement simple, a priori, ça tout le monde le connaît. Quand les penons sont horizontaux et parallèles, à peu près dans ce cas de figure, eh bien nous sommes bien réglés par rapport l'angle de cap par rapport à l'angle de vent. Donc pour le phoque, c'est assez simple. Ajuster les penons de phoque en changeant le cap ou près, de façon à ce que l'intrados et l'extrados soient bien à l'horizontale, parallèles, etc. Et donc il faut aussi soigner les penons de grand voile qui sont à la chute du profil, donc la fin du profil, comme sur une aile d'avion. Ils doivent être également absolument à l'horizontale. Sauf que là, le réglage est moins simple. Ils peuvent ne pas être à l'horizontale parce que la voile est trop bordée ou trop choquée, ou le chariot d'écoute est peut-être mal placé. Donc, il va falloir d'abord se mettre à l'arrière pour bien observer un peu l'ensemble du profil, l'ensemble des deux profils des deux voiles, et puis essayer différents types d'expériences sur les écoutes, sur les drisses, sur tout ce qu'on veut, de façon à enfin faire flotter ces penons bien à l'horizontale. C'est comme ça qu'on règle, et c'est vraiment, si on veut avancer, c'est majeur, il faut absolument que ces penons soient bien à l'horizontale. Alors je vais juste après donner quelques points de repère sur les différentes manettes à notre disposition pour changer le profil. Mais en tout cas, ces penons, c'est l'aboutissement d'un réglage en 3 dimensions de l'ensemble du profil de la grand voile. Et voilà, et c'est pour ça que c'est pas si simple à régler. En tout cas, c'est très important. Alors je vais terminer par une figure un petit peu plus scientifique qui est toujours pareil, l'écoulement autour d'un profil. Ici, il y a une notion de circulation, c'est une notion en termes mathématiques, entre l'intrados et l'extrados, et il y a la notion adaptée de vortex de sillage. Et j'aime bien cette figure parce qu'elle me fait penser à un engrenage, et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que on a une circulation, ça c'est le vrai terme mathématique, et donc une circulation qui va faire tourner une pompe qui va permettre, qu'il faut amorcer et qui va faire l'écoulement. Autre chose qui est très intéressant et fondamental même, vous voyez que les molécules d'air qui allaient passer ici à l'intrados, notamment celle-là, va être aspirée vers l'extrados alors que normalement elle aurait dû passer à l'intrados. Pourquoi? Parce qu'on a créé une dépression et donc une aspiration sur l'extrados. Si on regarde ça d'un peu plus près, voilà comment ça se passe. Au départ, bon, voilà, il y a Antoine et Bénédicte qui vont se séparer pour passer d'un côté et de l'autre du profil, un peu comme sur une autoroute où on va choisir sa voie à droite ou à gauche. Bien. Et puis, donc, on va avoir un certain angle de remontée au vent, c'est-à-dire la ligne de séparation entre les molécules qui vont partir à l'extrados et à l'intrados. Et justement, une fois la dépression créée, donc une fois la pompe amorcée, ici, qu'est-ce qui va se passer? Bénédicte, cette Bénédicte-là, qui voudrait bien passer à l'intrados, elle va être aspirée par cette dépression, et finalement, on va attirer plus d'air sur l'extrados que sur l'intrados. Le résultat de tout ça, ça va être un angle de remontée au vent bien meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que une fois qu'on a amorcé la pompe, donc sans chercher dans un premier temps à faire trop de près, une fois la pompe amorcée, on va pouvoir remonter encore plus au vent. Donc, on fait un premier cap sans chercher trop le près, on amorce, une fois que tous les écoulements sont amorcés, on peut naturellement, tout en respectant les penons bien réglés et tout, remonter encore plus au vent. C'est pas immédiat, c'est le temps de l'amorçage. Ça, s'il y a un terme à retenir du tuto, c'est bien amorçage.
Alors je ferai un tuto spécial sur les réglages de voile, c'est assez complexe. J'ai dit que donc l'ensemble des deux voiles formait un profil, un peu comme une aile d'avion, et que nous allons pouvoir régler ce profil en 3 dimensions avec tout un tas de manettes, on va dire, comme sur un instrument, on a plein de cordes ou plein de touches sur un piano. Bien. Première chose, on a une drisse. Drisse qui sert à hisser la voile. Ici, la drisse de grand voile. Cette drisse va donner de la tension sur le tissu vers l'avant et elle va permettre de gérer la position, notamment de gérer la position du creux vers l'avant ou vers l'arrière. Nous avons la même chose pour le foc, une drisse de foc. Et puis nous avons les écoutes. Alors l'écoute va tirer donc la voile vers l'arrière, mais aussi elle va agir en 3 dimensions sur les côtés. Alors, suivant le gréement qu'on a, plus ou moins sophistiqué, mais en tout cas, ce n'est pas une simple ficelle qui tire dans un coin, on va pouvoir gérer la façon dont on fait la traction sur la voile. Nous avons la même chose sur la grand voile avec un chariot d'écoute et une écoute qui va permettre pareil d'exercer une traction sur cette grand voile. Nous avons un halba qui va retenir la baume, tirer on va dire la baume vers le bas, et donc qui va en fonction de ça déformer ou former différemment le profil de toute la grand voile. Nous avons ici la bosse d'empointure, c'est-à-dire que c'est ce qui va tirer le bas, la bordure de la voile vers l'arrière, et là aussi, suivant la tension qu'on va mettre dans le tissu, on va évidemment déplacer le creux, changer tout à fait la forme de la voile. Et enfin, nous avons le patara. Alors le patara va permettre de cintrer le mât. Quand on cintre le mât, si la grand voile est faite pour, on va aplatir la grand voile. Et donc ça, par exemple, quand il y a le vent monte, avant de commencer à prendre un riz, on va d'abord prendre du patara pour diminuer la puissance sur la voile. Alors, vous voyez bien que tout ça, c'est extrêmement complexe. On progresse dans le domaine du réglage, c'est sur l'eau, hein, c'est pas derrière un écran. On se base sur le speedomètre, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, et on se fait ses propres expérimentations. Donc je remets ici le Alba, et avec le speedo justement juste derrière, l'écoute de Fock ici, l'écoute, le chariot et le palan d'écoute de grand voile, le chariot d'écoute de grand voile, et le réglage, un petit bout du réglage du patara. Donc, en jouant sur toutes ces manettes, on va pouvoir changer complètement le profil des voiles, la puissance de la voile et même la tolérance. Alors, un mot sur la tolérance, justement. Vous avez dû observer en avion que, à l'atterrissage, l'avion sortait ses volets, alors qu'en vol, ils sont rentrés. Donc, le fait de sortir les volets, on va creuser, enfin, on va augmenter le creux de l'aile qui va lui donner plus de portance, mais de la traîner, donc il faudra plus de puissance. Et donc ça, on fait ça quand l'avion ralentit en phase d'atterrissage, c'est pareil au décollage, pour lui donner plus de tolérance. Alors qu'à gauche, on est en mode croisière et on a un profil beaucoup plus fin qui va être faire moins de traînées, donc permettre d'aller plus vite, mais qui sera moins tolérant. Et ben en voile, c'est pareil. Suivant qu'on met beaucoup de creux, on va avoir un profil tolérant, donc ça tolérera les erreurs de barre tout en gardant de l'écoulement, alors qu'un profil beaucoup plus fin va être plus performant, mais moins tolérant aux erreurs de barre. Voilà. Donc il faut s'adapter à la fois au talent du barreur et au niveau de performance qu'on cherche. Évidemment, aux conditions de vent hein, qui peuvent être variables, etc. Bien, parlons maintenant trajectoire. Sur la route, on regarde devant, premier principe. Et puis, nous allons avoir un certain nombre d'instruments pour nous aider dans ce pilotage de notre engin sur la route, que ce soit le GPS, que ce soit les rétroviseurs et autres. En aucun cas, évidemment, on a le nez sur son rétroviseur ou le nez sur son smartphone. On regarde devant. Et puis, en vision périphérique ou en vision rapide, on va jeter un petit coup d'œil, que ce soit au compteur de vitesse, que ce soit au rétroviseur.
très rapide et on revient au regard sur la route devant. Et bien en bateau, c'est exactement pareil. On regarde devant. On ne regarde pas le nez scotché sur le cap, enfin le compas ou autre. Alors, comment fait-on? Parce que là, il n'y a pas de bande blanche pour nous guider. Eh bien, il n'y a pas de bande blanche, mais il y a, si on est près des côtes, comme ici, pas loin de Bananek, au nord de l'archipel des Clénans, des cailloux. Et donc, si on s'est donné ou on nous a donné un cap à suivre, eh bien, on va essayer de repérer ici un caillou qu'on va aligner avec un point de repère sur le bateau. Bon, ici, j'ai pris un chandelier. Et on va s'en servir comme d'un viseur de fusil. On va ajuster sa trajectoire de façon à ce qu'en permanence, le caillou qu'on a choisi soit fixe par rapport au point de repère sur le bateau, et c'est comme ça qu'on va aller droit. C'est vraiment une des seules méthodes. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si je suis au large, il n'y a pas de cailloux. Alors il n'y a peut-être pas de cailloux, mais dans le ciel, on va trouver des nuages et on va faire la même chose. Alors évidemment, les nuages, ils bougent. Il faut changer de point de repère régulièrement. Et puis si c'est la nuit, bah, si c'est la nuit, vous avez des étoiles. Et donc, vous allez faire exactement la même chose avec les étoiles qui, elles aussi, bien sûr, bougent. Voilà. Alors, si c'est la nuit et qu'il y a de la brume, là, c'est plus difficile. Alors, on va, ce qu'on appelle barrer avec les fesses, on va essayer de ressentir les mouvements du bateau. Et puis, on va faire comme sur la voiture avec le rétroviseur, on va regarder nos instruments, notre cap, etc., le réglage des penons en vision périphérique ou en vision rapide. Et puis, si on voit que par exemple les penons disent qu'il faut abattre, on va prendre un autre point de repère ici et on va faire le mouvement. Une fois qu'on sera sur ce point de repère, on va vérifier que nos instruments en vision périphérique sont bons, les penons se sont bien remis, etc. C'est comme ça qu'on barre. On barre en regardant devant, en ressentant éventuellement avec les fesses, barrer avec les fesses, et puis on ne regarde tous les accessoires annexes qu'en vision périphérique ou en vision rapide. Alors, si c'est de nuit par brume sous spi, on a aujourd'hui un appareil qui est assez formidable, qui est le pilote automatique électronique, qui lui est doté, quand il est de bonne qualité, d'un gyroscope, qui est en fait un gyromètre, qui va mesurer la vitesse de rotation du bateau. Et c'est la seule façon, notamment sous spi, de ne pas avoir d'embardé, parce qu'il va détecter à l'avance les mouvements du bateau. Et là, on est déjà dans du plus sophistiqué. Alors, la conduite. Si on est au travers, il faut aller tout droit. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va prendre un point de repère, on va viser, et on va anticiper, parce que le mouvement, le bateau, par les vagues, etc., il va pas vouloir aller tout droit. Donc, pareil, on barre avec les fesses, on sent que la vague va nous emmener d'un côté ou d'un autre, et on va corriger avant que le bateau soit parti, parce que le bateau, il a beaucoup d'inertie, c'est plusieurs tonnes, et donc, plus tard on met le mouvement de barre, pire ça va être, on va freiner le bateau, et on va faire des oscillations. Si on est au portant, sous spi par exemple, on peut avoir un roulis rythmique sous spi, c'est-à-dire que le fait qu'on a une grosse voile à l'avant ici et la grand voile et qu'on est poussé par le vent, on va partir dans des mouvements oscillatoires de roulis. Et là aussi, il faut anticiper. Mais c'est comme au travers, il faut sentir que le bateau part d'un côté et avant qu'il soit parti, redresser pour éviter de partir en phénomène oscillatoire. Si on est au près, l'essentiel, c'est de maintenir les écoulements. Donc il faut barrer en finesse pour en permanence avoir nos nœuds penons bien horizontaux. Et ça, c'est pareil, il faut anticiper, parce qu'une fois que ça fait ça, je dirais c'est même trop tard, la pompe est désamorcée, qu'on veut régler finement, notamment en régate. Voilà. Donc la conduite, c'est ça, c'est essentiellement anticiper en ressentant les mouvements du bateau, en les anticipant. Alors, terminons ce tuto par la notion de vitesse cible. Ici, une courbe un petit peu compliquée, qu'on appelle une polaire de vitesse, qui consiste en un ensemble de cercles concentriques gradués en vitesse bateau, 1, 2, 3 jusqu'à 7 nœuds, et avec des rayons qui sont gradués en
angle de vent réel par rapport au bateau. Donc si on prend un point de cette polaire, on va avoir, par exemple ici à 70 degrés du vent, je suis mon cercle et je suis à un peu moins de 7 nœuds de vitesse. Alors on va avoir une polaire par force de vent et aussi par couple de voiles utilisées. Donc au final, on a énormément de polaires, là j'en ai représenté qu'une seule pour la clarté de l'exposé. On a, je montrerai dans un autre tuto que la progression quand on fait du prêt, ce qui compte, c'est la projection de la vitesse. Donc ici, on a la vitesse du bateau, la projection de la vitesse sur l'axe du vent, sur la direction vers laquelle on veut aller. Et ce qu'on appelle le VMG, le Velocity Made Good, donc là, ici, qui est pas loin de 4 nœuds, alors que la vitesse du bateau est ici de l'ordre de 5,8 nœuds. Et donc, l'optimum quand on monte au vent, par rapport à une polaire de cette nature, c'est d'être à la tangente. C'est là où on a l'angle, la vitesse, le VMG maximum pour remonter au vent, pour progresser. Et donc, notre cible ici, notre vitesse cible, est à 5,8 nœuds. Si j'observe une vitesse plus faible, de 3,5 nœuds par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis plus près du vent. Donc ok, ça semble bien parce qu'on se rapproche plus en termes de cap de notre objectif, sauf que quand on regarde la projection, en VMG, on est en dessous de 3 nœuds, donc on va moins progresser. Donc on est trop près du vent et il faut absolument abattre, c'est-à-dire s'éloigner du vent. Si maintenant je vais à 6,5 nœuds, ça veut dire qu'on est cette fois-ci plus loin sur la polaire, donc on est ici, mais donc on va vite, donc c'est plutôt sympa, sauf que si on regarde la projection, et ben c'est pareil, on progresse moins dans la bonne direction. Et donc c'est pas bon, et donc on est trop loin du vent, il faut absolument le faire. Là, enfin, on est à la tangente, on est à l'optimum, on est au maximum de vitesse de progression dans l'axe de notre objectif, et c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, la vitesse cible, ça permet de barrer même pour un débutant. Une fois qu'on lui a donné la vitesse cible, eh bien il offre ou il abat en fonction de sa vitesse, les yeux sur le speedo. Alors après, obtenir la vitesse cible, ce n'est pas si évident que ça. Soit on a des instruments, etc. À bord du bateau, on a des abaques et autres, mais il y a un moment donné, on peut sentir que le bateau va bien. Alors si on est en régate, on voit qu'on va plus vite que les autres, etc. Et ça veut dire qu'on est à la bonne vitesse. Et après, le barreur va continuer les yeux sur le speedo pour maintenir cette cible. Alors, application concrète et majeure de tout ce que nous avons vu juste ici. Le virement de bord. On a vu que le virement de bord consistait à tourner grosso modo de 90 degrés, mais en faisant une belle trajectoire et non pas un saut brutal. Sauf que il va falloir, après le virement de bord, réamorcer les écoulements. Ça ne va pas repartir tout seul. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la relance. On ne va pas repartir au près. On va commencer par, je dirais, par rapport au cap de près, abattre un petit peu, avec les réglages de voile en conséquence, de façon à rétablir l'écoulement le long des voiles. Et ça peut prendre plusieurs secondes. Et ce qui est très important, donc, c'est que les voiles soient pas bordées à plat, sinon il ne va rien se passer, on ne va pas redémarrer. Et une fois qu'on a atteint la vitesse cible, d'où l'importance de la vitesse cible, et bien là, on va pouvoir de nouveau relever, se rapprocher du vent et prendre son cap définitif avec des beaux écoulements, évidemment en bordant les deux voiles, comme il se doit par rapport au cap choisi. Voilà, ça c'est le vrai virement avec relance et c'est comme ça qu'on gagne en régate et c'est comme ça qu'on fait des belles trajectoires et des beaux virements de bord.
En synthèse, bien faire marcher son bateau, c'est un travail d'orchestre de tout l'équipage. Il va falloir prendre grand soin des écoulements en les amorçant, en faisant attention à eux parce qu'ils sont fragiles, que ce soit autour de la quille, autour des safrans ou autour des voiles. Faire de jolies trajectoires harmonieuses et puis bien entendu ajuster tous les réglages, que ce soit les écoutes de voile, que ce soit l'emplacement de l'équipage sur le bateau et bien d'autres réglages à bord qui permettent de régler notamment les voiles en 3 dimensions. En résumé, tout d'abord, pensez à l'équilibre longitudinal et latéral. Le bateau doit être bien dans ses lignes. Portez la toile du temps, suffisamment mais pas trop. Amorcer les pompes sur la quille et sur les safrans, le ou les safrans. Synchroniser les réglages des deux voiles, l'ensemble des deux voiles se comportant comme un seul et même profil. Et amorcer les pompes également sur les voiles, soigner les écoulements. Aller droit, faire de belles trajectoires. Je termine par un mot sur la régate. La régate, ce n'est pas un sport de combat. Il y a une solidarité des gens de mer, même en course au milieu de l'Atlantique, où on va s'échanger des informations, des conseils, s'encourager, même entre concurrents. Sur une régate locale, c'est pareil. Le soir, on va s'échanger nos combines, pourquoi l'un est allé à droite et arrivé avant celui qui est allé à gauche, etc., etc. C'est extrêmement intéressant, c'est convivial, et c'est comme ça qu'on a, si on est sur le podium, qu'on peut être sûr qu'on a bien sorti des belles notes de son instrument et qu'on le maîtrise très bien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez surtout pas à laisser vos messages sur le blog de la chaîne, ça sera toujours très intéressant. À bientôt.